Alors, je m'appelle Gérard Gaillard. Je suis d'origine, parisienne, dans le coin de Paris. Et j'ai passé un bac technique il y a très longtemps. Ensuite, je suis rentré dans l'armée de l'air pour devenir pilote militaire. Ça s'est pas fait comme je voulais. Donc, je me suis retrouvé électronicien. D'électronicien, j'ai quitté l'armée quand notre président de la République de l'époque, Charles de Gaulle, a quitté l'OTAN. Et je suis rentré dans les labos d'études de Thomson CSF. J'ai suivi les cours des conservatoires des arts et métiers. Je suis devenu ingénieur des arts et métiers. Et ensuite, j'ai fait une carrière pendant presque jusqu'à ma retraite, en gros. Alors, le simulateur, c'est toute une grande histoire, puisque en fait, si je vous ai parlé de mon cursus, c'est une grande frustration de ne pas avoir été pilote, car je ne suis pas pilote, je suis simplement ingénieur électronicien. Et donc, j'ai décidé à ma retraite, à l'âge de 60 ans pile, de faire un simulateur de vol. Alors, j'ai commencé par faire un Cessna, et puis le Cessna, il a été fabriqué en 3 mois, donc c'était pas très drôle. Donc j'ai décidé de faire une machine plus importante, qui à l'époque, en France, il y a 12 ans, n'existait pratiquement pas. Il y en avait très peu, il y en avait deux ou trois en construction, c'est tout. Et donc j'ai démarré ça, et ça m'a pris quand même la bagatelle de 6 ans pour arriver à faire quelque chose qui fonctionne. Rien que la cellule, c'est-à-dire toute la partie haute et toute cette partie-là, physique, rien que le physique, avant même d'écrire une ligne de programme, et même du câblage, ça m'a pris quand même 2 ans. Aujourd'hui, il est fonctionnel à 80% à peu près, c'est-à-dire en gros qu'il y a à peu près 20% de fonctions qu'on ne fait pas, qu'on ne simule pas, parce que ça sert à rien. Je prends un exemple, les essuie-glaces, on n'en a pas besoin, d'accord ? Mais il y en a d'autres, Mais dans l'ensemble, à 80%, ce simulateur est parfaitement fonctionnel, comme un vrai avion. Il a la même ergonomie. Alors pourquoi je viens à Polytech ? Tout simplement parce que je veux partager ce simulateur avec des étudiants ingénieurs qui seront soit en informatique, soit en électronique, soit dans d'autres écoles où je vais aussi, en aéronautique ou spatiale. Donc on essaye de faire passer les messages pour montrer du concret par rapport à ce que les gens apprennent en théorie. Donc on va dans les formules, on va très très loin dans le système. On peut éventuellement, avec les gens de chez vous, parler système embarqué. On peut aller très loin puisque c'est moi qui l'ai fabriqué, donc à partir de là, je sais parfaitement comment c'est fait, donc je peux vous l'expliquer. La raison pourquoi je viens à Polytech, elle est très simple, c'est que j'ai dans mon association de vol virtuel, depuis 3 ans maintenant, un de vos professeurs d'électronique qui s'appelle Samir Bouaziz. Et on a fait connaissance, et c'est comme ça qu'il a, de fil en aiguille, il m'a dit « ça serait intéressant pour les élèves ». Donc c'est pour ça que je viens à Polytech. Comment fonctionne le simulateur ? Le simulateur est basé sur Fly Simulator. C'est un logiciel qui a été fait par Microsoft, qui va évoluer bientôt, puisque Fly Simulator n'existe plus en tant que tel. Et il est basé sur ce qu'on appelle de l'informatique répartie, c'est-à-dire du multiprocessing. Pourquoi on fait ça ? Tout simplement parce que quand j'ai démarré il y a 12 ans en arrière, il n'y avait aucun PC qui était capable de gérer plusieurs écrans à la fois. Il n'y a pas assez de cartes graphiques, pas assez de sorties, et pas assez de puissance. Et donc il a bien fallu trouver un système, puisque là vous avez des écrans, plein d'écrans, ça veut dire que derrière il y a forcément des unités centrales. Donc ces unités centrales, sur le simulateur il y en a 7. Chaque instrument, cet instrument-là, c'est un logiciel. Celui-là, c'en est un autre. Ici, c'est un écran de PC derrière, qui fonctionne à partir de quoi ? 2 images fabriquées sur 2 fenêtres Windows sur le même écran. Et pour avoir l'impression que ce sont des instruments, on met devant un cache. De manière, après, on gère la position et les dimensions. La même chose là-bas, la même chose là-bas. Ici, c'est un peu différent. Pourquoi ? Parce que l'écran est vertical. Chaque logiciel fait une rotation de 90 degrés pour qu'il fonctionne. Mais ça implique une autre chose très importante, c'est que vous savez qu'un écran, ça a un angle de vision. C'est-à-dire qu'un écran, normalement de PC, est fait pour travailler sur une table. On le voit avec un certain angle de vision. Si vous vous levez, vous allez vous apercevoir, votre écran, vous ne le voyez plus. Parce que l'angle de vision n'est pas suffisant. Des pixels, je parle. Conclusion ici, si je le mets vertical, moi je le vois bien, et si j'ai pas un écran spécial, toi tu le vois pas.
Donc on peut parler longtemps sur le système. Ça, c'est encore un autre PC qui gère tout ça. Là-haut, c'est un autre PC, et ainsi de suite. Donc c'est assez compliqué. Le but étant de faire un ensemble fonctionnel. Et le multiprocessing apporte quelque chose de nouveau, c'est qu'il apporte également la capacité de gérer des pannes n'importe où dans le simulateur sans gêner les autres parties. Alors le simulateur, depuis qu'il existe, alors il a été commencé en 2005, en 2009-2010 il a commencé à tourner un tout petit peu, mais vraiment très légèrement. Après ça a marché vraiment en 2012-2013, donc là ça a commencé à être sérieux, et bien entendu depuis cette époque il ne fait que d'évoluer. Pourquoi il ne fait que d'évoluer? Il y a deux raisons. La première des raisons, c'est qu'on entre dans l'obsolescence des produits, en particulier les operating systems des PC. Et bien entendu, les équipements vieillissent. Quand je prends ces manettes, quand elles ont fonctionné pendant 8-10 ans, je peux vous dire qu'elles en ont fait des heures de vol déjà. Et donc ça veut dire qu'il faut les changer pour reprendre quelque chose de plus costaud, plus sérieux, et ainsi de suite. Et ça évolue tout le temps. Les boutons ne sont pas faits comme des boutons d'avion. Ça veut dire que ces boutons-là qui sont très sollicités en permanence, qui ont des crans, ce sont des billes. Au bout d'1 an de fonctionnement tous les jours, vous pouvez savoir que les billes elles s'en vont, fiche le camp. Donc il faut changer les boutons. Donc il faut reconstruire. Alors depuis il a bien évolué parce que on est en train de passer sur des nouveaux logiciels, entre autres le Prépare 3D de Lockheed Martin, et puis une avionique complètement différente, de manière à faire une visualisation d'avions plus modernes, de 320. Ça, ce sont des représentations d'écran TFT, un tube, première génération. Maintenant, je vais passer à des représentations LCD, ce qui se passe aujourd'hui. Donc ça va encore faire évoluer la machine. Et la machine, elle va sans arrêt évoluer. Il y a des choses qui évoluent derrière en tâche de fond, en informatique tâche de fond. Ce sont par exemple les bases de navigation qui changent tous les 28 jours. Tous les 28 jours, on fait la mise à jour pour se comprendre avec les autres pilotes et les contrôleurs aériens quand on est en contrôle aérien. Alors, jusqu'à quel point c'est réaliste? Quand on fait un simulateur, il faut se fixer un but. Il est clair que je n'ai pas du tout l'intention de concurrencer des gens comme Thomson, qui font des simulateurs de vol très évolués, car ce n'est pas le but. Moi, le but ici, c'est de faire voler des gens, de leur faire comprendre ce que fait un avion, comment il est fait, comment il tourne, et de leur faire de la navigation et de la phraséologie. C'est plus ça l'esprit. Puis après, on entre un peu plus dans le détail, dans les pannes moteurs, dans les pannes système. Là, il faut quand même travailler un petit peu la question. Mais on n'est pas dans un simulateur de création de situations limites où les pilotes doivent réagir dans un laps de temps fini, parce que les simulateurs sur vérin ne peuvent pas indéfiniment faire des moments de descente ou de décrochage ou de choses comme ça. Et les vérins, à un moment donné, ils arrivent en limite. Donc il faut faire quelque chose. On n'est pas du tout dans la même logique. Les simulateurs professionnels, on n'apprend pas à des pilotes à piloter, ni à gérer leur vol. On apprend à des gens à gérer des urgences, des situations critiques, des situations de panne extrême. C'est différent. Donc moi, mon but, c'est pas ça. C'était de faire vraiment quelque chose de simple. Ça va assez loin quand même. Par exemple, le fly-by-wire, c'est-à-dire les forces et la façon dont gère l'avion au niveau du joystick est représentée. Donc tout ça, ce sont des choses qui ont évolué dans le temps, qu'on a fait venir tout doucement. On n'est plus du tout dans un simulateur basique informatique, ça n'a plus rien à voir. Parce que l'informatique, elle ne fait que gérer, mais l'ensemble, la représentation, les résultats, les performances sont très proches de l'avion. On a vraiment bossé la question.